suite la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la Maison de Christian. Comme je le dis chaque semaine, bienvenue surtout dans la vôtre, dans votre maison que vous devez entretenir, rénover parfois, construire même, ça arrive. Et donc, cette semaine encore, on va s'occuper de cette maison pour qu'elle soit pour vous le plus confortable à vivre et en même temps la plus économique, parce que c'est aussi une recherche que les uns et les autres, évidemment, vous avez en perspective de façon constante. Alors, dans cette émission, je vais répondre à un certain nombre de questions, comme d'habitude. Je vais répondre notamment à la question d'Emma, qui me demande comment éliminer des murs l'odeur du tabac froid. Ah, ça, c'est un sacré problème. Je répondrai aussi à celle de Mylène, qui veut savoir si l'on peut poser une crédence adhésive sur de la toile, ou du voile d'ailleurs, mais là c'est de la toile de verre peinte. On verra aussi ce que veut dire aujourd'hui crédence, parce que ça, l'acception du terme a beaucoup évolué. Et puis dans le conseil de la semaine, dans quelques instants, on va voir comment décaper les volets avant de les peindre, un sport tout à fait agréable que j'imagine vous redoutez un peu. Et puis j'aurai donc deux invités, puisqu'on va parler aujourd'hui de barbecue. J'aurai Olivier Jonard qui est déjà donc arrivé. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc, Olivier Jonard, vous êtes directeur commercial de Grille au Bois. Grille au Bois, comme son nom l'indique, c'est du charbon de bois. Et puis Mathieu Sprit. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonjour. Alors vous êtes patron de Start and Grill. C'est affiché, donc on va voir que c'est une forme de barbecue qui a la particularité de s'allumer très facilement. Là encore, on parle à un certain nombre de personnes qui ont quelques soucis pour l'allumer à chaque fois qu'arrivent les invités. Et je finirai avec l'info du jour aujourd'hui. Alors, le bail réel solidaire, une appellation bien mystérieuse. Eh bien, vous devrez attendre la fin de l'émission pour savoir ce que c'est. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, c'est ça va être une série de deux d'ailleurs, repeindre ces volets. Donc la première étape, évidemment, si vous voulez les repeindre, les revernir, les lazurer, ça va être de les décaper. Alors ça tient évidemment de la corvée, mais c'est pas possible d'y couper. Tous les 2 ou 3 ans, il faut décaper ces volets, surtout si vous êtes en situation exposée ou par exemple au bord de la mer. Alors c'est pourquoi beaucoup d'entre vous passent actuellement au PVC depuis longtemps, à l'aluminium depuis un peu moins longtemps, et puis maintenant il y a aussi, j'aurai l'occasion d'en parler, des matériaux composites, notamment à base pour certains de vinyle et de résine. Sont évidemment des produits qui présentent l'intérêt justement de ne pas avoir à être décapés régulièrement. Alors si vous avez effectivement des volets bois, eh bien il y a 3 étapes: le décapage, le ponçage, la peinture, le vernis ou la lasure. Je rappellerai que même si on a des volets lasurés, il faut les décaper. On pense qu'on peut relasurer dessus, mais ça finit toujours par plucher, et donc il faut aussi les décaper. Alors quel conseil? Eh bien, trouver un endroit dégagé. En ce moment, il fait beau. L'idéal, c'est de travailler à l'extérieur, parce que le décapant, si on prend un décapant chimique, eh bien, il y a quand même des émanations, donc il vaut mieux que ça soit à l'air libre, ou en tout cas, il faut que ce soit sur un endroit, dans une pièce bien ventilée. Protéger le sol, surtout d'ailleurs si vous êtes à l'extérieur avec de la pelouse, parce que la pelouse et le décapant, ça fait pas vraiment très très bon ménage. Et puis il vous faudra trouver un endroit plan, et puis avec deux tréteaux, parce qu'on va voir qu'il faut travailler à l'horizontale et pas à la verticale. Alors la veille, il va falloir décrocher donc ces volets. Donc la veille de cela, eh bien, on asperge les gonds de dégrippant, on fait marcher un petit peu le volet, comme ça sortira beaucoup mieux. Idéalement, il faudrait démonter les ferrures, c'est-à-dire donc démonter les gonds. Bon, on le fait pas souvent, mais faut quand même savoir que évidemment
évidemment, ça n'est pas le même matériau, puisque les ferrures, elles sont en métal. Le bois, c'est du bois. Et quand on va les repeindre, il va être difficile d'utiliser la même peinture. Alors, pour le décapage, il y a deux méthodes, le décapage à chaud ou le décapage avec un produit, avec un décapant. Alors, le décapage à chaud, ça se fait avec un décapeur thermique, c'est une sorte de gros sèche-cheveux, ne confondez pas, hein, n'allez pas ensuite, vous pouvez utiliser le décapeur thermique pour vous sécher les cheveux, ça serait un peu dommageable, donc on va chauffer la peinture et puis on va pouvoir la gratter avec une spatule de peintre et puis avec un grattoir triangulaire. On peut le faire aussi avec un chalumeau et une buse qui porte justement une sorte de grattoir, mais moi j'aime pas trop parce que ça a toutes les chances de brûler le bois, et notamment si ensuite vous voulez les revernir, eh bien ça serait la cata, donc il vaut mieux prendre un décapeur thermique en ne l'approchant pas non plus trop près du volet parce que ça peut aussi marquer le bois. Alors après il y a le décapant chimique. Alors moi j'aime bien aujourd'hui les décapants dits à sec. Alors, en fin de compte ils sont évidemment en phase liquide, mais lorsqu'il sèche, ça forme une espèce de petite couche pulvérulente et il suffit de brosser pour décaper, c'est certainement la meilleure solution. Alors vous savez, il y a toujours des recettes de grand-mère du genre, j'en ai vu une récemment, lessive de soude avec colle à papier peint, etc. Moi je dis il faut être prudent avec tous ces mélanges parce qu'on fait de la chimie sans le savoir, ou en tout cas sans savoir ce à quoi il faut faire attention. Il peut y avoir des réactions tout à fait désagréables. Et puis pour les plus paresseux ou ceux qui n'ont pas le temps, eh bien il y a une solution, c'est le sablage. On peut sabler soi-même avec un matériel à haute pression, avec un nettoyeur haute pression, ça existe, mais le plus simple c'est encore de les décrocher et de les emmener dans une entreprise qui fait le sablage. Ça coûte à peu près 15 € le mètre carré, mais c'est fait impeccable, vos volets rentrent, vous n'avez plus qu'à les peindre. Voilà, et la semaine prochaine, on pourra passer à la mise en peinture, au vernis ou au lasurage. Votre question à Christian Pesset. Alors la question que m'a posée Emma, elle me dit nous commençons la rénovation de notre nouvelle maison. Le précédent occupant des lieux fumait à l'intérieur. Nous avons enlevé l'ancienne tapisserie et la moquette, mais les murs sentent beaucoup le tabac. Que faire pour éliminer cette odeur de tabac froid? Alors effectivement, c'est pas simple. Alors évidemment, pour désodoriser l'atmosphère elle-même, il y a des destructeurs d'odeur, des produits en bombe aérosol. Évitez de prendre ceux qui sont parfumés au lilas, parce que au lilas ou autre chose d'ailleurs. Mais vous allez penser que vous êtes dans les toilettes, c'est pas très agréable. Vous pouvez tout simplement placer dans des soucoupes ou des assiettes creuses, vous pouvez mettre du bicarbonate de soude, une cuillerée à soupe d'eau oxygénée, un quart de litre d'eau tiède. Alors soit vous mettez simplement la poudre et puis ça va absorber un peu les odeurs. Et puis avec ce mélange, alors on y ajoute aussi, alors je vais reprendre tout pour que ça soit bien clair. Une cuillerée à soupe d'eau oxygénée, 1,5 litre d'eau tiède, 2 cuillerées à soupe de savon liquide, une cuillerée à soupe d'essence de rose et à pulvériser sur les murs. Et puis il paraît que donc ça fonctionne. Je vais vous dire, je ne l'ai pas testé moi-même. Les destructeurs d'odeur, en revanche, on peut les tester. Alors il y a aussi donc là pour véritablement extraire la mauvaise odeur des murs, eh bien il faut les nettoyer. Alors on les nettoie avec de la lessive de soude préparée à raison d'une poignée de cristaux dans 5 litres d'eau tiède. Vous pourrez appliquer donc avec une éponge ce mélange sur l'enduit pour vraiment le nettoyer. Faites attention de ne pas trop détremper l'enduit parce qu'après c'est embêtant, c'est quand même du plâtre, ça peut le fragiliser. Alors une précaution à prendre, il faut couper le courant quand on fait cela parce qu'il y a des circuits électriques qui peuvent passer dans les murs. C'est exactement la même chose que quand on veut enlever du papier peint et qu'on prend une décolleuse à papier peint. Il faut penser à couper le circuit de la pièce concernée. C'est une véritable précaution de sécurité. Dernière solution, l'utilisation d'un déshumidificateur électrique à filtre à charbon qui va permettre de traiter à la fois l'hygrométrie de la pièce et les mauvaises odeurs. Enfin, vous pouvez vous adresser à une entreprise spécialisée. Ça existe et ils savent faire. L'invité de Christian Pesset.
Alors, l'invité, eh bien, aujourd'hui, ils sont deux. Nous avons deux invités pour parler barbecue, parce que ça va être la saison, c'est déjà la saison. On avait commencé à le sortir au mois de mars, et puis il y a eu le refroidissement. On ne pouvait plus pratiquement manger dehors, en tout cas dans le nord de la France. Alors, deux invités. Olivier Genard, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Vous êtes donc directeur commercial La Forestière du Nord. C'est bien ça. Le rapport entre Forestière du Nord et Grill-au-Bois? Alors la Forestière du Nord, c'est l'entreprise. Grill-au-Bois, c'est la marque que l'on distribue pour le charbon de bois et Chauffe-au-Bois pour le bois de chauffage. D'accord. Vous n'êtes pas seulement dans le Nord? Non, la famille vient du Nord, mais nous sommes aujourd'hui dans toute la France et même une partie de l'Europe. Très bien. Mathieu Sprint. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonjour. Alors vous êtes patron de Start & Grill. Oui. C'est quoi? C'est une start-up? C'est une start-up qui a mis au point un barbecue au charbon de bois à allumage automatique. D'accord, ça va permettre d'éviter la corvée corvée et l'énervement avant l'arrivée des invités. C'est classique, on a tous connu ça. Mathieu Sprit, donc, je vais vous poser la première question, justement, parce qu'on est dans l'allumage. On va tout de suite parler de votre système. J'ai vu que c'était en plus, ça s'allumait tout seul et c'était connecté. Ça veut dire quoi? Alors oui, en fait, on a mis au point ce barbecue pour faciliter la vie des usagers qui se tournent de plus en plus vers le gaz et qu'on veut convaincre de revenir au charbon de bois. D'accord, et ça marche comment alors, le principe? Alors le principe, c'est de pulser de l'air chaud directement au cœur du charbon. Oui. Donc vous parliez tout à l'heure de décapeur thermique pour décaper les volets. On a détourné cette technologie et on a adapté la température de l'air pile pour le charbon. Et donc ça entraîne la combustion spontanée du charbon au bout d'un moment. Ah oui, il n'y a même pas besoin de mettre une allumette donc. Donc pas d'allumette, aucun apport extérieur, ni de cube d'allume-feu, surtout pas de pétrole, d'alcool. Aucune aide extérieure, c'est automatique. Et donc ça met combien de temps? 90 secondes. D'accord. Alors j'ai vu aussi que c'était connecté, ça veut dire qu'on peut commander ça depuis son smartphone? Oui, on peut le commander depuis son smartphone avec l'application Start & Grill. Donc on allume soit directement sur le barbecue, soit depuis son téléphone. Et avec cette application, donc en plus d'allumer le barbecue, on peut programmer un départ différé si on veut le programmer pour qu'il s'allume après l'apéro par exemple. D'accord. Il y a évidemment un minuteur aussi intégré pour surveiller les temps de cuisson des viandes. Et également, on a accès à tout un tas de recettes classées par catégorie, y compris des recettes végétariennes vraiment originales pour que tout le monde y trouve. Alors, on va avoir l'occasion de reparler un petit peu cuisine ensuite. Olivier Genard, alors est-ce que le charbon de bois, ça reste véritablement le combustible idéal pour faire un bon barbecue? Vous allez certainement me répondre que oui, si vous me disiez moi, oui. Non, ça serait assez surprenant. Alors, mais pourquoi? Moi je trouve qu'il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect goût. Je trouve personnellement qu'il y a un goût qu'on ne retrouve pas quand on utilise un autre combustible que le charbon de bois pour faire ses grillades. Et après il y a un aspect ludique, il y a le plaisir de jouer avec le feu, de jouer avec des braises. Enfin, c'est assez primal, mais ça... C'est quelque chose qui reste et on s'aperçoit en discutant avec les amateurs, c'est un aspect important en fait. D'accord. Alors, question toute bête, c'est quoi un bon charbon de bois? Alors il y a des détails techniques et des détails plus pour le profane, on va dire c'est des gros morceaux, c'est mieux. Ouais. Éviter la poussière, les petites miettes, un charbon de bois pas trop dense non plus, qui va être difficile à allumer. Enfin, peut-être pas avec le barbecue de monsieur. Voilà, mais surtout les gros morceaux, ce qui est facile à repérer pour tout le monde, puisque vous allez avoir un charbon de bois qui s'allume facilement et qui va brûler longtemps. D'accord. Mais alors, bon, tout bêtement, comment on le reconnaît? Au poids peut-être, hein, parce qu'il y a des charbons de bois, on se demande si... Justement pas au poids, non, pas forcément. Non, pas du tout. Privilégier les sacs gros, un 40 litres, un 50 litres, un 8 kg, un 10 kg par exemple. Oui. Les gros conditionnements en général ont des morceaux plus gros. Et puis vous pouvez simplement passer la main sur le sac et vous sentirez si vous avez vraiment que de la miette à l'intérieur ou plutôt des gros morceaux. Oui, d'accord. Mais moi j'ai l'impression des fois que
sais pas si je me fais avoir, mais le haut du sac, il y a des gros morceaux, et puis plus on va en bas... La gravité. C'est la gravité qui fait ça? C'est pas parce que le fabricant a voulu nous avoir en mettant des gros morceaux en haut et C'est des une petits en bas? possibilité, mais normalement, si le fabricant est honnête, déjà, la poussière doit y en avoir peu. En général, dans les bons charbons de bois, il y en a peu. Après, vous en avez toujours un petit peu. Ça reste un produit qui est soumis à dessiccation. Et donc, vous allez forcément avoir, avec la manipulation, le transport, etc., un peu de poussière qui va se déposer au fond du sac. Oui, alors faut le stocker quand même au sec. Faut faire Bien sûr. attention parce que c'est des sacs en papier. Oui, c'est même pas tant que le sac est en papier, c'est surtout que le charbon de bois, c'est une éponge, donc il va absorber l'humidité ambiante. Donc, il faut le stocker, oui, au sec. D'accord. Et quand on a acheté son charbon de bois, il faut le consommer dans l'année, par exemple, ou Non, c'est non. complètement inerte. C'est inerte. Ça peut durer plusieurs années, Plusieurs siècles. plusieurs siècles. C'est quoi d'ailleurs du charbon de bois? C'est Le charbon de bois, c'est le bois auquel vous avez enlevé l'eau, les gaz calorifiques et la matière végétale ligneuse, et donc il ne nous reste plus que l'élément de base qui est le carbone. Autrefois, on se chauffait même au charbon de bois. Maintenant, On se chauffait, bien c'est sûr. plus pour le barbecue. Dans certains continents, on continue à chauffer. En Afrique, par exemple, on continue à utiliser le charbon de bois parce qu'il n'y a pas forcément l'accès au gaz, l'électricité partout. D'accord. Donc voilà. Mathieu, alors j'ai vu parce que je suis allé voir votre site, votre documentation. C'est quoi le site d'ailleurs? Startandgrill.com. Startandgrill.com. Et j'ai vu que vous étiez l'ennemi des cuves rondes. Alors pour l'instant, pourtant, on voit plus que des cuves rondes. Vous êtes pas un peu à contre-courant là? Ennemi, c'est un bien grand mot. C'est avant tout un coup de génie d'un point de vue marketing d'avoir sorti des barbecues boules. Oui. Et l'entreprise qui l'a fait est aujourd'hui numéro 1 mondial. Donc, Oui, donc ça doit plaire quand même. félicitations. Et ça plaît énormément parce qu'au moment où c'est sorti, c'était l'occasion d'avoir pour la première fois un barbecue qui soit un minimum joli. D'accord. Alors pourquoi vous, techniquement, vous préférez des cuves rectangulaires? Techniquement, le rectangle, c'est la surface de cuisson optimale. Il n'y a pas 1 cm² de perdu, contrairement à la grille de cuisson ronde, où en fait vous perdez environ 20-25% de la surface de cuisson. Généralement, on essaye toujours de combler tout le tour, toute la périphérie avec des chipots et des merguez pour vraiment pas perdre cette surface de cuisson, mais c'est pas l'idéal. Et du coup, aujourd'hui, on trouve sur le marché des barbecues avec des cuves rectangulaires qui ont maintenant des designs sympas, soit des barils, des tonneaux ou même des rectangles mais avec des beaux couvercles. Ok, alors oui, justement, vous avez aussi un couvercle. Oui, pour pouvoir cuire à l'étouffée notamment. D'accord. Puisque c'est de plus en plus important, le consommateur veut pouvoir maîtriser la cuisson de sa viande de plus en plus précisément. Avec le couvercle, ça permet de mieux de faire gérer. une cuisson à l'étouffée. D'accord. Donc par exemple pour la côte à l'os, il faut mieux le faire à l'étouffée pour avoir une cuisson à cœur. D'accord. Olivier Jeannard, je reviens sur le charbon de bois. Alors, il y a la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment écolo? Parce qu'il faut quand même couper des arbres pour faire du charbon de bois, non? On ne coupe pas d'arbres, Ah bon en tout cas pas en Europe, pour faire du charbon de bois. Vous utilisez du bois d'éclaircie de forêt principalement, ou du bois de scierie. Par exemple, en scierie, tout n'est pas utilisable pour faire des meubles. Oui. Et donc vous utilisez les chutes. Ou alors quand vous devez faire une éclaircie de forêt pour la nettoyer, parce qu'il y a une tempête, etc. Vous récupérez une partie du bois qui peut aller donc pour le charbon de bois. D'accord. C'est du bois de récupération. Voilà, j'allais vous le dire, c'est du bois de récupération. Non traité. Voilà, c'est là j'allais essayer de vous coincer. C'est du bois de récupération non traité, donc avant traitement, que ce soit dans une scierie ou dans les bois, forcément il n'est pas traité. Voilà, c'est du bois naturel. D'accord. Il y a une norme pour le charbon de bois? Il y en a une qui n'est pas obligatoire, qui est plus une norme qualitative, mais qui est extrêmement large parce qu'elle doit couvrir tout le spectre des différents charbons de bois vendus en Europe, avec tout un tas de différentes caractéristiques en fonction des pays. Donc finalement être assez large et ne sert pas à grand chose pour être honnête. Alors, une question maintenant donc pour Mathieu. On ne sait jamais très bien à quelle hauteur il faut mettre la grille. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, alors en fait, on a deux grandes familles de barbecue. Ceux qui permettent de régler l'intensité de la braise avec tout un système de ventilation. Donc vous pouvez avoir une braise d'intensité
faible, moyenne ou Ouais. grande, selon que vous allez cuire justement à cœur ou que vous devez saisir votre viande. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Et on le retrouve sur les barbecues haut de gamme. Quand on n'a pas cette possibilité de régler l'intensité de la braise, il faut au moins effectivement pouvoir régler la hauteur de la grille de cuisson pour être plus ou moins près du foyer. Oui, mais Plus alors vous êtes près, plus vous allez saisir, Alors- plus vous êtes loin et plus vous allez avoir une cuisson D'accord. lente. Parce que alors on est tous confrontés à cette problématique. Hein, c'est que ça finit par s'enflammer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire parce que les graisses tombent? Boum, ça veut dire qu'on dans ces cas-là, c'est parce qu'on était trop près du Oui, charbon de bois. c'est surtout ça arrive surtout avec les viandes grasses, avec les chipots, les merguez qui rejettent beaucoup de gras et qui réalimentent le feu. Donc quand vous avez une cuisson en air libre, ça réalimente le feu. Donc effectivement, tout ce qui est chipots et merguez, il vaut mieux les mettre en le ne plus les haut piquant possible. pas, hein, j'imagine. Oui, en ne les piquant pas. Parce qu'en général, on les pique et Faut pas. et Il hein. faut surtout pas les piquer. Et là, D'accord. c'est typiquement tout ce qui est gras, le plus possible, le plus loin possible de la braise. Et alors, quand on a la chance d'avoir un capot et de pouvoir cuire à l'étouffée, on sait maîtriser ça aussi pour éviter Ces aléas. Et puis enfin, alors je vais poser une dernière question. Comment on nettoie cette satanée grille? Il faut la nettoyer quand? Avec quoi? Comment? Alors, chacun ses techniques. Oui. Moi, je l'ai fait au démarrage du barbecue quand elle commence à chauffer avec tout simplement de la limaille de fer qui coûte vraiment pas grand-chose. C'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire de la laine d'acier, c'est ça? Laine d'acier, voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin au rayon des détergents, etc. Il fait du nettoyage. Et en fait, quand le barbecue commence à chauffer, en fait, les graisses se ramollissent. Vous mettez un coup de laine d'acier. De laine d'acier, merci. Et ça part en quelques secondes. D'accord. Il y a des éponges, j'ai vu, ça existe aussi. Oui, éponges spéciales. il y a des éponges magiques, mais ça reprend exactement Ça le reprend même exactement principe. le- C'est juste du marketing. Voilà. Moi, j'utilise, quand la grille est encore chaude, je pique un demi-oignon et que je passe Ah oui. sur la grille. Mais vous ne le mangez pas après. Non, je le mange pas après, mais Ça marche avec le citron aussi. ça marche. Ça marche avec le citron. Voilà. Et ensuite, à froid, avec un grattoir ou voilà. D'accord. Mais il faut que la grille soit en inox. Et si elle est vraiment en inox de bonne qualité, c'est vraiment très simple de nettoyer une grille. Par contre, si c'est une grille de mauvaise qualité, vous pourrez faire ce que vous voulez, même avec le meilleur grattoir. Il restera des dépôts de carbone dessus. Ok. Alors rappelons, conseil de sécurité. Attention aux animaux. Éloigner les enfants, jamais d'alcool à brûler ou Exactement. d'allume-feu qui n'est pas prévu pour allumer le feu justement, donc de l'essence, térébenthine, etc., etc. Surtout, hein, là, parce que quand un barbecue a du mal à démarrer, mais avec vous, il démarre tout seul. Alors. Mais quand un barbecue a du mal à démarrer, jamais remettre d'alcool ou d'allume barbecue liquide. Ça fait des belles vidéos. Ça fait Ouais, des belles vidéos. c'est- Oui, mais ça ça fait fait nombreux. aussi, Ça fait aussi ça l'appel peut- d'air au mauvais. On est au Oui. mauvais endroit au mauvais Et puis, moment. ouais, Et puis on ça fait finit- aussi des gens à l'hôpital. Hein, Tout faut à fait, le C'est ça, dire. exactement. Voilà, merci Olivier Genard. Donc la Forestière du Nord et la marque Grill au bois. C'est pas pour vous faire plaisir, mais il marche bien votre charbon Merci. de bois, hein, c'est vrai. Hein. Et puis donc Mathieu Sprit, donc pour Start and Grill. Alors je vais pas dire que votre barbecue il marche bien, puisque j'en ai pas pu encore l'essayer. Ah, Mais je pense il a déjà été essayé. J'ai vu une démonstration, ça marche bien. C'est ça marche impressionnant. bien. Bon, bah écoutez, on verra ça dans quelques mois. Merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir invités. Votre question à Christian Pesset. Alors la deuxième question, c'est celle de Mylène qui me dit: puis-je poser de la crédence adhésive sur de la toile de verre peinte? C'est quand même une drôle d'idée. Mais alors la crédence, normalement, c'est un meuble. Hein, c'est le meuble qu'on voit dans les entrées parfois, où on pose ses clés ou autre. C'est par extension, ou c'est l'inverse, je ne sais pas, mais c'est la partie plate normalement du buffet traditionnellement, avec entre la partie haute et la partie basse. Et par extension, c'est devenu le fond dans lequel autrefois on mettait des assiettes décoratives. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on appelle une crédence. Alors certaines de ces crédences, qui sont en fait donc des plaques, certaines de ces crédences sont auto-adhésives. D'où la question de Mylène. Alors moi, ça me fait penser un peu à l'adhésif d'il y a 30 ans, et ça tenait jamais très bien. Alors je sais pas là si ça tient vraiment très bien, mais ce que je dirais, c'est que de toute façon, comme pour tout collage,
collage, parce que même si on y colle autre chose, comme crédence, comme tout collage, eh bien, le point faible, c'est la surface elle-même sur laquelle vous allez le poser. Et si vous posez donc, si vous collez, alors en plus si c'est auto-adhésif, si vous collez sur de la toile de verre qui est peinte, donc la résistance, ça va être celle de la couche de peinture. Et puis comme c'est à chevron, en général, la toile de verre, hein, eh bien, vous avez des creux et des bosses, si j'ose dire, et ça va coller que sur les bosses. Donc évidemment, ça risque de ne pas tenir très longtemps. Alors il y a une solution qui consiste à utiliser un enduit de garnissage, qui a un fort pouvoir d'accrochage, qui va vous permettre d'avoir une surface lisse. Mais le mieux, ça serait peut-être encore de poser par collage ou par vissage une plaque ciment, c'est-à-dire c'est pas de la plaque de plâtre, là c'est une plaque ciment qui fait autour de 5 à 7 mm d'épaisseur, et cette fois vous pourrez coller dessus sans difficulté votre adhésif. Mais finalement, je me demande si ça va pas revenir plus cher qu'à reposer du carrelage. On peut peut-être s'interroger parfois, mais j'ai vu que c'était là très à la mode cette histoire de crédence. C'est vrai que ça permet de rénover, de redonner un coup de jeune à sa cuisine avec quand même un minimum d'effort quand ça tient bien. C'est pareil sur les carrelages, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de creux qui risquent entre les carreaux, dans les joints, qui risquent de nuire à l'adhésion, donc à l'adhérence, pardon, de cette fameuse crédence adhésive. L'info du jour. Alors l'info du jour, eh bien, c'est, je vous l'ai dit, le bail réel solidaire, ou BRS. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'appeler ça comme ça, parce que vraiment, je trouve que ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Alors c'est quoi? C'est un mode d'acquisition d'un logement neuf en résidence principale qui permet de dissocier le coût du logement, le coût de la construction, de celui du foncier, dont on sait qu'aujourd'hui il est de plus en plus élevé, autrement dit le prix du terrain, et ça permet de baisser très sensiblement le coût de l'acquisition. Alors c'est un dispositif qui finalement est assez peu connu, il existe depuis pas très longtemps puisqu'il existe depuis 2017, et ça permet aux ménages les plus modestes d'accéder à la propriété à moindre coût. C'est quand même assez intéressant. Alors l'acquéreur devient propriétaire de l'appartement, mais il loue le terrain, c'est pour ça le bail. Il loue le terrain généralement à un organisme foncier solidaire, OFS. On aime beaucoup les initiales maintenant. En dissociant donc le foncier et le bâti, et on peut avoir une décote pratiquement, enfin une réduction de 30% du prix du marché. Alors bien sûr, le système n'est accessible qu'en dessous d'un plafond de revenus, suivant 3 zones, c'est toujours l'âge du capitaine, en fonction du nombre de personnes à charge. Donc je ne vais pas vous donner un calcul tout de suite parce que c'est impossible à faire. Alors c'est un dispositif parallèle au prêt d'accession sociale ou PAS dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce qu'effectivement le prix du terrain rend parfois totalement inaccessible aujourd'hui dans certaines zones les appartements, en tout cas lorsqu'on n'est pas très fortuné. Alors voilà, cet épisode 19 de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt donc une nouvelle émission. Vous pourrez évidemment retrouver l'émission sur reno-info-maison.com. Je vous rappelle que c'est le site sur lequel vous pouvez poser vos questions. Donc reno-info-maison.com. Que cette émission elle est diffusée sur Facebook, sur notre page Facebook, et puis elle l'est aussi sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur un réseau qui est plutôt un réseau professionnel, qui est LinkedIn. Merci de nous avoir été fidèles, merci pour votre attention, comme on disait autrefois à la télévision, et en tout cas je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 20 déjà de la maison de Christian. À la semaine prochaine.